Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, adoptés en 2000 par les États membres de l'ONU constituent l'effort mondial que se sont promis de fournir l'ensemble des dirigeants de la planète pour réduire la pauvreté dans le monde. Ainsi, ces objectifs qu'ils ont convenu d'atteindre d'ici 2015 privilégient entre autres la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim, objectif 1, puis la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, objectif 3. Pour atteindre ces deux objectifs, un élément clé doit être pris en compte, le travail non rémunéré des femmes et des hommes. La présente réflexion démontre l'importance de la prise en compte du travail non rémunéré dans les politiques de développement. En mettant en exergue l'articulation entre la pauvreté, la production domestique des ménages et le budget temps, elle montre dans quelle mesure le fait de comptabiliser et de valoriser le travail non rémunéré peut contribuer à réduire les inégalités et la pauvreté. En sciences économiques, lorsqu'il est question du travail des femmes, on pense tout d'abord aux femmes sur le marché de l'emploi. Et pour cause. Pendant longtemps, l'économie politique traditionnelle n'a reconnu comme activité économique que l'activité marchande. Elle ne s'intéressait qu'au mode de production capitaliste. Aussi, le travail ne désignait que l'emploi rémunéré. En effet, de nombreuses études traitent du travail des femmes en posant le problème de leur accessibilité au marché de l'emploi, des discriminations salariales qu'elles subissent, etc. Elles ne s'intéressent qu'à la production marchande. Pourtant, à l'ombre de l'économie marchande, une quantité importante de travail fourni au sein des ménages donne lieu à une production non moins importante de biens et services qui sont consommés par les ménages eux-mêmes. Ce travail ne se limite pas au seul travail ménager. Il désigne l'ensemble des activités produisant des biens et services hors marché mais répondant aux critères de la tierce personne, Reed, 1934, c'est-à-dire qu'elle pourrait être accomplie par une tierce personne contre rémunération, Goldschmidt-Clermont, 1982. Il s'agit globalement de l'ensemble des travaux nécessaires au fonctionnement d'un ménage, que ce soit la préparation des repas, les soins apportés aux enfants, aux malades et aux personnes âgées dans le ménage, ainsi que les activités bénévoles accomplies au sein de la communauté, Nations Unies 1995. On parle d'activités de reproduction ou d'économie de soins. Il se trouve que ce travail, dit non rémunéré, est majoritairement accompli par les femmes. Gardiner, 1975. Dans la mesure où ces activités ne donnent pas lieu à des transactions monétaires, elles échappent à la comptabilisation de l'activité économique à travers le revenu ou le produit national qui s'en retrouve sous-estimé. C'est pourquoi on peut affirmer qu'une grande partie du travail accompli par les femmes dans le monde reste encore de nos jours méconnue, sous-estimée, et même ignorée dans les comptes nationaux tout comme dans les statistiques de la main-d'œuvre. Comme le soulignait le rapport du PNUD sur le développement humain, produit à l'occasion de la 4e conférence mondiale des femmes tenue à Beijing en 1995, économiquement parlant, le travail des femmes est largement sous-évalué. PNUD, 1995/93. Ce constat est fortement corroboré dans les pays en développement, et davantage dans les pays africains où les femmes contribuent à une abondante production de subsistance dans le cadre d'activités domestiques. Charme, 2000. 1. Le paradoxe des femmes dans les pays en développement. La contribution des femmes à l'activité économique est plus importante en Afrique qu'ailleurs. PNUD, 1995. Elles y accomplissent 80% des travaux domestiques ruraux, notamment la collecte d'eau et de bois de feu, la préparation des repas, la transformation et le stockage des aliments et les achats pour le ménage. FAO 2007/1. En effet, Charme 2005A le démontre pour plusieurs pays dans Femmes africaines, activités économiques et travail, de l'invisibilité à la reconnaissance, où il conclut que la femme africaine est sujet d'un paradoxe.
Opsite 276. Sur la base de l'observation du mode de vie dans les campagnes, on remarque par ailleurs qu'un second paradoxe vient renforcer le premier. Ces femmes ont des volumes horaires de travail très importants, souvent supérieurs à ceux des hommes, mais paradoxalement, elles sont les plus pauvres. Ministère de l'économie et des finances 2007. À titre d'illustration, le temps consacré aux activités domestiques par les femmes est 3 fois supérieur au temps qu'y consacrent les hommes à Madagascar, au Bénin, alors qu'en France il n'est qu'à peine 2 fois supérieur. Opsite 269. Au Burkina Faso, où la population est à dominance rurale et agricultrice, les femmes participent activement à l'activité économique, mais très peu exercent dans l'économie formelle. Compte tenu du faible niveau d'alphabétisation générale, on les retrouve essentiellement dans le secteur informel, développant de petits commerces de produits alimentaires ou artisanaux, ou servant d'aide familiale, non rémunérée, dans l'agriculture ou dans des entreprises familiales. Près de 75% des femmes sont des aides familiales au Burkina Faso, 79,9% en milieu rural, Ministère de l'économie et des finances 2007/84, où la femme n'ayant pas son propre champ appuie son conjoint dans l'exploitation familiale, ibidem. Quel que soit leur secteur d'activité, ces femmes assument de lourds travaux domestiques au sein des ménages. Celles des zones rurales supportent une charge de travail particulièrement importante en raison d'un respect strict de la division sexuelle du travail, héritage culturel. Aux femmes reviennent tous les travaux domestiques. De plus, la frontière entre ces activités domestiques et les activités agricoles reste floue en zone rurale. Certaines récoltes sont ramenées à domicile pour être décortiquées, Traoré et Fourgeau, 2006, tandis que d'autres nécessitent un long travail de transformation préalable à la consommation. Les femmes sont chargées de l'ensemble de ces travaux de transformation. Par ailleurs, outre leur participation aux travaux agricoles dans le champ familial, propriété du père de famille, elles entretiennent parallèlement leur propre champ de culture vivrière pour l'usage propre du ménage. Enfin, les femmes africaines assurent entre autres la corvée du bois de chauffe et de l'eau, et cela durant de longues heures dans des conditions souvent pénibles. Selon la FAO ibidem, elles fournissent près de 90% du bois destiné à la consommation des ménages et 70% du bois collecté pour la vente. Malgré tant d'efforts, les hommes se taillent la part du lion en matière de revenus et de reconnaissance sociale au titre de leur contribution à l'activité économique, alors que le travail des femmes n'est généralement ni rémunéré, ni reconnu, ni valorisé. PNUD 1995/93, dans la société, encore moins dans l'économie. Une économie qui tente de promouvoir l'activité féminine, mais reste marquée par une grande pauvreté. Près de la moitié de la population burkinabé vit en dessous du seuil de pauvreté, et les femmes sont les plus touchées par le phénomène, Ministère de l'économie et des finances 2000. 2. La pauvreté féminine malgré l'approche, genre et développement. Depuis les années 1990, le Burkina Faso, dans le cadre des stratégies de lutte contre la pauvreté, met en œuvre des politiques de développement en faveur de l'amélioration de la situation des femmes. Pourtant la pauvreté persiste et tend même à se féminiser, ibidem. Sur le plan de la théorie économique, la pauvreté a elle-même connu de profondes mutations dans sa définition. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les théories de la croissance et de la modernisation, Rostow 1963, assimilaient le développement à la croissance économique. Les retombées de cette dernière élimineraient automatiquement la pauvreté. Mais la persistance du nombre de pauvres a vite remis en cause les effets vertueux de la croissance et a impulsé une nouvelle appréhension de la pauvreté dans la pensée économique. Celle-ci ne se limite plus à la seule dimension monétaire, mais est désormais multidimensionnelle. C'est ainsi que sur la base des travaux de l'économiste Amartya Sen, 1981-1985, les organisations internationales en charge du développement, le PNUD en tête, parlent aujourd'hui de pauvreté humaine et de développement humain. Il s'agit d'une approche qui replace l'être humain au cœur de la lutte contre la pauvreté avec des considérations aussi bien économiques, sociales, politiques qu'éthiques. L'approche par les capacités ou capacités. Ces concepts ont été récupérés par les institutions de Bretton Woods,
qui ont transformé les politiques de développement en stratégies de lutte contre la pauvreté censées tenir compte de la nouvelle définition de la pauvreté. Concomitamment à l'évolution économique du discours sur la pauvreté, s'est développé à partir des années 1970 un mouvement d'intégration de la femme au développement économique, IFD. Ce courant de pensée impulsé par les revendications féministes a mis en lumière la contribution des femmes au développement, en reconnaissant alors qu'une grosse lacune des stratégies de développement a été qu'elles ne tenaient pas compte du rôle et du potentiel des femmes, Nations Unies 1989/5. Et que tout porte à croire qu'il faut combler cette lacune, si l'on veut que les stratégies de développement des années 1990 soient couronnées de succès, ibidem. 3 décennies plus tard, l'intégration des femmes au développement appuyée par l'organe onusien, a abouti à l'approche genre et développement GED, qui en plus de l'égalité de genre, prône la prise en compte du genre dans l'analyse économique. Par ailleurs, la situation des femmes ne s'est pas améliorée de manière significative. On constate au contraire une féminisation de la pauvreté tandis que les pays en développement restent pauvres et luttent toujours contre la pauvreté. 3. La perspective du travail non rémunéré dans la lutte contre la pauvreté. Le constat de l'importance du travail des femmes ainsi que celui, à contrario, de leur pauvreté grandissante, malgré les politiques économiques promotrices du genre, traduit un hiatus relatif à la manière dont l'analyse économique appréhende la contribution productive des femmes et l'intègre à la lutte contre la pauvreté. En effet, il est surprenant que les femmes, agents économiques qui ont les plus longues journées de travail, MPFEF et AL, 2010, Charme 2005A, demeurent les plus pauvres quand bien même les stratégies de lutte contre la pauvreté privilégient l'approche genre. Il y a alors lieu de se demander si la production économique des femmes est appréhendée dans son intégralité. De même, est-elle prise en compte dans les variables servant à élaborer ces politiques économiques censées tenir compte du genre ? À l'évidence, de nouvelles pistes restent à explorer pour combattre la pauvreté dans les pays en développement. Et si le travail non rémunéré des femmes était une de ces pistes majeures? Certes, ce travail reste complexe à mesurer compte tenu des débats théoriques qui persistent sur la question comme nous le verrons. Ceci étant, peut-on continuer à l'ignorer dans les comptes nationaux, dans les statistiques de la main-d'œuvre aussi bien qu'en matière de développement humain? Tout comme le secteur informel a été reconnu pour son importance et son impact sur l'économie, Charme 1989, n'est-il pas nécessaire d'étudier et de quantifier le travail non rémunéré? C'est fort de ces interrogations que nous avons choisi de nous intéresser au travail non rémunéré des femmes, au Burkina Faso. Cela peut laisser entendre que l'étude porte exclusivement sur les femmes. Il n'en est rien. Puisque nous considérons le genre, il va sans dire que l'étude porte aussi bien sur les hommes que sur les femmes afin que la comparaison puisse être possible. Le choix de ce titre résulte de notre volonté de mettre une emphase sur l'apport féminin. En effet, sortir le travail non rémunéré des femmes de l'obscurité est un enjeu économique, mais aussi social. Si notre étude se veut être une réflexion économique, elle ne peut ignorer la dimension sociale qui lui est sous-jacente. Au-delà de l'objectif macroéconomique, la quantification du travail non rémunéré valorise ce travail aux yeux des bénéficiaires, c'est-à-dire de la société et des actrices mêmes, les femmes. Ces dernières ne sont pas toujours conscientes de l'apport inestimable dont elles sont les auteurs. Effectivement, il est courant d'entendre une femme sans emploi affirmer lorsqu'on lui demande si elle travaille : « Je ne fais rien, je ne travaille pas, je suis seulement à la maison ». Quantifier ce travail valorise le statut de la femme et justifie, au vu de l'importance de sa production, qu'elle puisse prétendre à une meilleure rétribution ou tout au moins à une meilleure reconnaissance sociale. Quand bien même quantifier le travail non rémunéré des femmes peut servir la politique économique, Beneria, 1995-1996, une vision limitée pourrait reprocher à cette démarche de vouloir traduire en termes économiques ce qui ne l'est pas. Pourtant, dans ce monde de numéraire, elle demeure le seul moyen de mettre en évidence le travail non rémunéré, car les mots ont besoin des nombres pour avoir de l'effet, Latigo 2002/1. Ceci dit, la quantification du travail non rémunéré n'a pas été acceptée d'emblée. Elle s'est d'abord heurtée à l'indifférence et même à l'ironie.
L'évolution du ton de la presse française vis-à-vis de l'INSEE lorsque celui-ci initia les premières tentatives de quantification du travail non rémunéré est illustrative. En effet, lorsque dans sa revue Économie et Statistique l'INSEE publiait en 1981 les activités ménagères et le cycle de vie, un des premiers articles retraçant le temps consacré par jour à diverses activités domestiques par les Français, l'opinion publique ironisait comme suit. L'INSEE s'amuse. Vous savez, ce fabuleux et sévère Institut national de la statistique et des études économiques, merci pour lui, où vous pouvez rencontrer un polytechnicien au centimètre carré. Entre deux travaux déprimants sur le chômage en 1985, les prix aujourd'hui et les salaires hier, voici donc nos savants qui se penchent sur l'emploi du temps des Français et de travailler à coups d'équations, de droite de régression, de quartiles et de déciles, sur la vie ménagère des citoyens. France Inter, chronique de Bernard Hartmann, 2 avril 1981, 7h25. En revanche, lorsque 6 mois plus tard, l'Institut proposait 6 évaluations monétaires de l'activité domestique des Français dans Peut-on mesurer le travail domestique ? On trouvait écrit « Les femmes travaillent plus que les hommes, et travailler au foyer prend plus de temps que gagner sa vie. » Ces vérités qui engendrent certainement des controverses ne sont pas assénées par une suffragette, mais par le très sérieux Institut national de la statistique et des études économiques. C'est dire combien la valorisation monétaire du travail non rémunéré légitime et donne plus de crédibilité à l'expression horaire du temps consacré au travail non rémunéré. Cependant, dans un pays comme le Burkina Faso où aucune étude similaire n'a jamais été faite, on peut s'attendre toujours à un minimum de réactions ironiques tant il semble culturellement naturel que la femme assume l'ensemble des travaux domestiques. 4. Problématique et plan organisationnel. La problématique de cet ouvrage repose sur une dualité. D'une part, la question qui se pose à travers celle du travail non rémunéré des femmes est celle plus globale de l'exclusion du travail non rémunéré de la comptabilité nationale et de la politique économique. Que dire alors de l'ensemble de ces activités exclues, du calcul du PIB de la nation ? Est-ce dire que les services engendrés ne font pas partie de la production ? Sont-ils dépourvus de valeur ajoutée ? La science économique ne semble pas considérer le travail non rémunéré au même titre que le travail rémunéré. Or, la production engendrée par l'ensemble de ces activités non marchandes contribue incontestablement à la survie et au bien-être des ménages. Stiglitz et al., 2009, United Nations, 1995. Elle vient en complément des biens et services que ceux-ci achètent sur le marché et augmente, de ce fait, leur base de consommation. Pour certains, elle constitue même la source essentielle de leur consommation, faute de moyens financiers pour acquérir des productions similaires sur le marché. Dans cette optique, dès 1997, De Gennes et al. 1997 sur 160, se posait la question de savoir dans quelle mesure la production domestique atténue la pauvreté des ménages français. Exclure les services domestiques de la production au sens strict comme le préconise la révision du système de comptabilité nationale des Nations Unies faite en 1993, SCN 93, peut être assimilé à une appréhension partielle de la production économique. Groupe de travail intersecrétariat sur la comptabilité nationale, 1993. Cette observation prévaut davantage pour les pays en développement, où l'importance du travail des femmes est telle que la question se pose de savoir si l'on peut continuer à ignorer le travail non rémunéré dans les agrégats macroéconomiques. En effet, l'incidence de la non-comptabilisation du travail non rémunéré ne se limite pas au PIB. Elle s'étend aussi à l'ensemble des agrégats macroéconomiques, qui se trouvent biaisés. De ce fait, on peut s'interroger sur la pertinence des politiques économiques bâties à partir de ces fondamentaux. D'ailleurs, ces questions se sont posées, dès le début des années 60, dans les pays en développement, fort critiques face à un type de comptabilité nationale occultant une large partie des productions non monétaires, dont le rôle est particulièrement important dans ces économies et dont le calcul ou non influe sur les rapports Nord-Sud. Van Laak, 1985 sur 204. Le tiers-mondiste Samir Amin, 1977, reprochait de ce fait au PNB des pays africains de ne pas refléter la réalité de leurs économies fortement marquées par une part importante d'activités informelles et de prestations non monétaires.
Puisque celles-ci sont majoritairement assurées par les femmes, c'est ainsi que l'essentiel de l'activité féminine se trouve exclu du calcul du PIB parce qu'il est non marchand. Ceci étant, une alternative est proposée par le SCN 93. En effet, il propose que les services produits par les ménages soient comptabilisés dans des comptes satellites de la production des ménages, en marge des comptes ordinaires, United Nations 2000A. Mais en réalité, près de 2 décennies après le SCN 93, les pays africains n'ont toujours pas de comptes satellites de production des ménages et rares sont les pays industrialisés qui les ont établis. Qu'est-ce qui explique cette absence d'intérêt et de prise en compte du travail non rémunéré féminin ? Si un questionnement théorique s'impose sur la conception du travail et de la valeur en sciences économiques, un autre interpelle le discours économique qui peine à incorporer le genre dans ses modèles d'analyse. Cela ouvre le second volet de notre problématique, à savoir les enjeux du travail non rémunéré pour la lutte contre la pauvreté. L'ensemble de ces questions sont traitées dans la suite du texte en prenant comme exemple le Burkina Faso. La théorie économique est encore imperméable à l'analyse selon le sexe. En effet, elle garde un caractère asexué et même endocentrique en ce sens qu'elle tente à identifier le général au masculin. Si Marx 1948 est parvenu à introduire l'analyse des classes dans la sphère économique, l'analyse selon les sexes par contre se heurte encore à de nombreuses barrières. C'est ainsi que l'approche « genre et développement » promeut l'intégration de la femme au développement, mais elle ne parvient cependant pas à se démarquer d'une certaine connotation sociale pour pénétrer la sphère quantitative de la prospective macroéconomie. Or, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté adopté par le Burkina en 2000 indique en ce qui concerne le genre que la femme constitue un vecteur de diffusion du bien-être économique et social au sein de la société. Ministère de l'économie et du développement, 2000/33. Quelle peut être alors la contribution de la femme au bien-être économique ? Le travail qu'elle accomplit gratuitement pour sa famille ou pour sa communauté, entre autres, ne serait-il pas une contribution notable ? D'aucuns affirmeraient qu'il permet probablement aux ménages d'économiser des sommes importantes, Fouquet, 2001, mais il reste nécessaire d'en connaître la valeur et les déterminants. En effet, peut-on intégrer le genre dans l'analyse économique en ne disposant pas de données quantitatives sur la production effective des femmes ? Les données sur l'emploi féminin formel suffisent-elles alors qu'au Burkina Faso, seuls 3,8% des femmes actives occupées ont un emploi salarié tandis que 75% d'entre elles sont des aides familiales, Ministère de l'économie et des finances 2007/84. Quel que soit le secteur, ces femmes ont en commun le lourd tribut du travail non rémunéré. D'où l'interrogation fondamentale de notre étude. L'intégration du travail non rémunéré dans les politiques économiques ne serait-elle pas un facteur efficace de la lutte contre la pauvreté ? Plusieurs arguments théoriques et empiriques nous offriront de mettre cette hypothèse à l'épreuve de la falsification. Au plan théorique, ce sujet concerne à la fois la question de l'exclusion du travail non rémunéré des stratégies de lutte contre la pauvreté alors qu'il est important dans les économies africaines, et celle de l'intégration du genre dans ces stratégies. L'objectif est de démontrer que le travail non rémunéré est un maillon incontournable de la lutte contre la pauvreté. De même, notre démarche consiste à montrer que le travail non rémunéré est aussi le moyen privilégié d'intégrer le genre aux stratégies de lutte contre la pauvreté. En réalité, il s'agit de faire le lien entre la lutte contre la pauvreté et le genre à travers le travail non rémunéré. Au plan empirique, notre apport est la réalisation d'une expérience de quantification de travail non rémunéré au Burkina Faso et de sa valorisation monétaire. Dans la mesure où cela implique des enquêtes budgétantes, nous identifierons les activités pertinentes pour ce type d'enquête dans cette région. Elles pourront éventuellement servir pour des recherches futures étendues à l'ensemble du pays, qui n'a jamais effectué ce type d'enquête. Cette expérience pionnière nous permettra d'identifier les difficultés relatives à la mise en œuvre de futures enquêtes nationales sur le budget temps au Burkina Faso. Enfin, l'utilisation du temps qui sera révélée donnera une idée des inégalités de genre qui existent dans la répartition du temps entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Elle nous permettra d'établir un lien entre l'utilisation du temps et le développement des capacités.
Pour ce faire, la réflexion s'articulera autour de 7 chapitres. Il sera tout d'abord question d'appréhender le concept multidimensionnel qu'est la pauvreté, chapitre 1. Ensuite, on s'intéressera au rôle et la contribution productive de la femme comme vecteur de lutte contre la pauvreté. Notons que le concept de lutte contre la pauvreté est plutôt récent. Alors que dans les années 1960 les politiques économiques prenaient la croissance économique comme moteur de développement pour les pays sous-développés, aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté semble être le nouveau paradigme des institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Il est donc pertinent d'analyser l'intégration progressive de la femme dans les stratégies successives de développement qui ont abouti à la lutte contre la pauvreté. Cette analyse permettra de dégager les insuffisances qui minent ces politiques, chapitre 2, chapitre 3. Le 4e chapitre abordera la question du travail non rémunéré des femmes qui est aussi sous-estimé que méconnu. Il constitue un tour d'horizon sur les différentes questions que soulève le travail non rémunéré, à commencer par sa définition. Nous préciserons tout d'abord ce que désigne le travail non rémunéré. Quelles tâches peuvent être comptabilisées comme telles compte tenu de la 4e révision du système de comptabilité nationale 1993, SCN 93, qui a élargi la notion de production aux activités domestiques, bénévoles et de soins, en préconisant qu'on les intègre dans des comptes satellites de la production, Eurostat 2003. Ceci est un préalable au moratoire qui sera développé en faveur de sa quantification et de sa valorisation. Pour ce faire, les enjeux de cette quantification seront relevés. Il est en effet impossible d'occulter la controverse qui existe dans la théorie économique quant à la valorisation du travail non rémunéré. À cet effet, une discussion de la notion de valeur dans la pensée économique, ainsi que la considération du travail non rémunéré dans la théorie du consommateur alimenteront la réflexion. Une fois l'équivoque levé, les différentes méthodes de quantification et de valorisation du travail non rémunéré seront discutées, en soulignant les avantages et inconvénients de chacune d'elles afin de motiver notre choix pour celle qui sera appliquée dans cette étude, chapitre 5. Enfin, à l'issue de ces débats théoriques et conceptuels, l'accent sera mis sur l'enquête empirique qui quantifiera le travail non rémunéré, à couper là. L'analyse des données issues de l'enquête d'utilisation du temps dans la commune de Coupéla nous permettra de dégager les principales tendances dans la répartition du temps aussi bien pour les hommes, les femmes que les enfants, chapitre 6. Celles-ci serviront alors à quantifier le temps consacré au travail non rémunéré. Pour finir, les résultats auxquels nous parviendrons nous permettront de faire des propositions en matière de politiques économiques concernant la prise en compte du travail non rémunéré dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, chapitre 7. Premier chapitre, la pauvreté, un concept pluridimensionnel. La pauvreté possède une multiplicité de visages et va bien au-delà d'une insuffisance de revenus. La pauvreté se reflète aussi dans de mauvaises conditions de santé ou d'éducation, dans le manque d'accès au savoir et aux possibilités de communication, dans l'impossibilité d'exercer des droits politiques et de faire valoir les droits de la personne humaine et dans l'absence de dignité, de confiance et de respect de soi-même. Il faut ajouter la dégradation de l'environnement et la paupérisation de pays entiers, dans lesquels la quasi-totalité de la population vit dans la pauvreté. PNUD, 1997, 3. La pauvreté est un concept polysémique et évolutif. Un retour aux origines étymologiques du mot pauvreté est riche d'enseignements. En effet, pauvreté vient du latin pauper, peu ou petit, et du grec peina, vocable apparenté à pena, faim, et par extension à pono, douleur, et poignée, châtiment, peine. En grec, pauvreté se traduit par aporia qui signifie absence de chemin, difficulté dans laquelle se trouve le pauvre. On constate alors que le concept de pauvreté revêt à la fois une connotation quantitative, de par sa racine latine, et une connotation qualitative et psychologique, de par sa racine grecque, qui traduit l'embarras, la difficulté à laquelle fait face le pauvre. Est-ce cette étymologie qui a induit l'évolution de la perception de la pauvreté, en sciences sociales ? On remarque que la dernière édition du Petit Robert prend en compte cet aspect moral en définissant la pauvreté qu'il caractérise par une insuffisance matérielle et morale,
Ray Debove et Ray, 2009 sur 1834. Ce chapitre se propose de définir la pauvreté en sciences économiques. Alors que celle-ci ne renvoyait initialement qu'à l'aspect monétaire, la pauvreté aujourd'hui est multiforme. Ces différentes formes constituent en fait des bases informationnelles sur les nombreuses caractéristiques du phénomène, pour mieux l'appréhender. Elles permettent d'en décrire les manifestations et d'en identifier les causes. Une revue succincte sur les différentes appréhensions de la pauvreté sera faite. Comment les approches économiques de la pauvreté ont-elles évolué de la pauvreté monétaire, section 1, à la pauvreté humaine héritée de l'approche des capacités, Seine 1985, section 2. L'objet de cette revue de la littérature n'est pas de discuter les limites de chacune de ces approches. Elle vise à établir le lien entre les conceptions successives de la pauvreté et les politiques de développement, puis les stratégies de réduction de la pauvreté qui ont été mises en œuvre pour la combattre. En effet, le discours des politiques économiques s'inspire du discours théorique qui prévaut. On envisagera alors la possibilité d'une pauvreté de temps, section 3. La pauvreté, une polysémie. Les premiers travaux sur la pauvreté ont été menés au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle par Charles Booth, 1887, et Sebaume Rowntree, 1901, où il démontrait à travers des études empiriques que la pauvreté n'est pas le résultat de la faiblesse morale des individus, mais qu'elle dépend des circonstances économiques et sociales de la société. Sowells, 2005 sur 57. Bien qu'il soit vieux de plusieurs siècles, le phénomène de pauvreté reste difficile à définir, car il désigne une réalité polysémique, multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Lorsqu'il s'intéresse à la pauvreté, l'anthropologue, le sociologue, l'historien ou l'économiste donneront des définitions différentes de ce même objet d'étude. Et pour une discipline scientifique donnée, il existe plusieurs approches de la pauvreté. De même, les institutions internationales qui œuvrent à l'éradication de la pauvreté ne lui donnent pas toutes scrupuleusement le même sens. Chacune en privilégie un aspect particulier qui constitue le fondement de sa politique d'action. La définition de la pauvreté évolue aussi bien dans le temps que dans l'espace, concomitamment à l'évolution des sociétés. C'est ainsi que depuis une dizaine d'années on parle davantage de précarité, de vulnérabilité, ou encore d'exclusion. Dès lors qu'il est question de société, on peut comprendre alors que la pauvreté recouvre des réalités différentes d'une société à l'autre. Particulièrement dans les pays en développement comme le Burkina Faso, au sein de la même société, on se rend compte que les pauvres mêmes perçoivent leur pauvreté différemment des non-pauvres, pauvreté subjective. C'est dire combien la notion de pauvreté est plurielle. Puisqu'il existe plusieurs visions de la pauvreté, il existe plusieurs manières de la définir. Suivant la définition retenue, on a recours à des indicateurs différents pour la matérialiser et la quantifier. Naturellement, il en découlera divers types de politiques de lutte pour sa réduction, voire son éradication. Le débat se situe donc aussi bien au niveau de la conceptualisation du phénomène de pauvreté que de la méthodologie de sa mesure. Néanmoins, quelle que soit l'optique choisie, la pauvreté se définit toujours par rapport à un manque. L'élément manquant caractérise alors le type de pauvreté. Mais quel qu'il soit, celui-ci a trait au bien-être de l'individu. Aussi, sur cette base, on distingue traditionnellement deux grandes écoles de pensée dans l'approche économique de la pauvreté. La première école est celle des utilitaristes, ou qui ont une approche du bien-être par l'utilité subjective. L'utilité désigne en microéconomie la satisfaction qu'un individu tire de la consommation des biens et services. De ce fait, cette approche, dite welfariste, se traduit par une vision monétaire de la pauvreté. La seconde école est celle des non-utilitaristes qui privilégient la question de l'égalité des chances. Cette approche regroupe celle des besoins essentiels et celle des capacités. Cela dit, on peut se démarquer de ce schéma traditionnel en distinguant la pauvreté comme privation de ressources, de la pauvreté comme privation de liberté ou égalité des chances, Bertin 2008. Cela permet de mettre en relief le déterminisme environnemental de l'individu, c'est-à-dire sa part de responsabilité individuelle et l'importance de la responsabilité sociale dans la réalisation de son bien-être. 1.
La pauvreté comme privation de ressources. La pauvreté comme privation de ressources s'exprime essentiellement en termes de biens matériels. Elle se décline en pauvreté monétaire ou de revenus, et en pauvreté des conditions de vie ou d'existence, issues de l'approche par les besoins de base. 1.1. La pauvreté monétaire ou de revenus. Selon l'approche monétaire de la pauvreté, l'élément qui fait défaut à l'individu qualifié de pauvre est le bien-être économique. Cette pauvreté se caractérise par un manque ou une insuffisance de ressources monétaires, qui engendre une consommation insuffisante. Cette approche relève de l'optique utilitariste et de l'économie du bien-être ou welfarisme, welfare économique. L'étude des questions relatives à la pauvreté tire son origine d'un courant philosophique anglo-saxon du XVIIIe siècle, l'utilitarisme. La philosophie utilitariste s'est constituée au XVIIIe siècle avec Jeremy Bentham, 1748 à 1832, et au XXe siècle avec John Stuart Mill, 1806 à 1873. Il s'agit d'une doctrine politique et morale fondée sur l'hédonisme, qui considère que le but de la vie humaine est la recherche du plaisir maximum. Pour l'essentiel, le courant utilitariste se caractérise par la rationalité de l'individu en ce sens que celui-ci cherche à maximiser ses choix d'utilité. Par ailleurs, les utilitaristes considèrent que la somme des utilités cardinales individuelles reflète l'utilité collective qui n'est autre que le bien-être de la société. La pensée utilitariste est contestée vers 1870 par Walras, Zevon et Menger. Ils introduiront le concept d'utilité marginale, marquant ainsi le début de l'économie néoclassique. L'utilité marginale est la satisfaction que procure une unité de biens supplémentaires consommés, sachant que la disponibilité des ressources et des biens disponibles est limitée par la rareté, ce que ne supposaient pas les utilitaristes, Poulalion, 1997. Pour les marginalistes, l'utilité est cardinale en ce sens qu'on peut la quantifier objectivement et procéder à des comparaisons entre individus. Pour ce faire, une unité commune est nécessaire. Pigou, 1920/20, la trouve en la monnaie. Le prix auquel un individu est prêt à acquérir un bien reflète le niveau de l'utilité que lui procurera ce bien. Cette utilité est un bien-être qu'il qualifiera de bien-être économique. C'est la naissance des premiers travaux sur l'économie du bien-être, welfare economics. D'où l'approche monétaire de la pauvreté qui se définit comme l'état dans lequel l'individu ne possède pas assez de ressources monétaires pour se procurer un niveau satisfaisant de bien-être économique, economic welfare. Dans les pays en développement où les revenus sont aléatoires ou difficiles à retracer, on se réfère plutôt au niveau de consommation. Comment alors juger de l'état de pauvreté monétaire d'une personne ? La pauvreté monétaire se détermine à partir d'un seuil de pauvreté en dessous duquel l'individu est déclaré pauvre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.